Je vous propose que nous commencions puisqu'il est 11 heures et quelques minutes et que sur le programme il était marqué 11 heures. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue en ces lieux et je vous remercie de votre présence. J'espère que vous allez tous bien. Ça va. Bon, aujourd'hui apparemment on ne devrait pas avoir trop chaud, donc c'est déjà une bonne chose. Et puisque nous sommes dans le cadre d'une journée porte ouverte dans un centre bouddhiste, et que l'idée c'est également de vous permettre de vous faire, enfin pour ceux qui n'ont pas l'habitude, puisqu'il y a quand même quelques habitués, pour les personnes qui viennent pour la première fois ou qui viennent moins souvent, c'est donc l'idée c'est de montrer un petit peu comment ça se passe et de se mettre un petit peu dans l'ambiance, juste pour voir un peu comment on s'y prend dans ce genre d'activité. On va faire comme si, hein. Et donc, pour nous, normalement, la première chose, quand nous venons dans un tel cadre, comme le but, c'est d'essayer d'en tirer quelque chose qui pourrait être utile à la fois pour nous et également pour les autres êtres, il est dit qu'il est important de nous mettre d'abord dans un état d'esprit qui serait approprié. Et pour ce faire, donc, une première chose, ça serait d'essayer d'instaurer une certaine forme de calme intérieur, parce que nous venons de l'extérieur, c'est dimanche, c'est à propos bonne fête à tous les papas, n'est-ce pas? Donc il y a quand même forcément un petit air de fête dans l'air. Et ici, pour essayer de nous rendre plus disponibles pour ce que nous avons fait, donc ce que je vous propose, c'est qu'on prenne d'abord, juste à titre un petit peu de test, 1 ou 2 minutes pour faire une courte concentration sur la respiration. Donc là, l'idée, c'est d'abord de s'installer confortablement. Pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez prendre la posture de méditation. Sinon, l'important, c'est quand même de se tenir relativement droit, de manière à ce que tout ce qui est circulation des airs et également mentale puisse se faire d'une manière fluide. Et à partir de là, on va faire au plus simple, au plus simple, ce qui est déjà pas si simple que ça d'ailleurs, ça serait d'essayer de fixer notre attention simplement sur le double mouvement de la respiration. Expiration, inspiration, et en même temps de dénombrer les respirations effectuées, mais en les calculant mentalement, pas sur les doigts. Il ne faut pas tricher. Puisque le but, c'est en fait de détourner notre esprit des autres idées qui pourraient être en dehors du sujet. Donc on va faire ça un très court instant, ne vous inquiétez pas, sinon on va tous s'endormir, moi la première.
lorsque l'on effectue correctement une telle concentration sur la respiration, ça devrait avoir pour effet d'apaiser notre activité mentale, et au cas où notre esprit aurait été un petit peu négatif, etc., ça lui permettrait de recouvrer sa nature première qui est en fait tout à fait neutre. Mais d'un autre côté, pour nous les bouddhistes, en fait l'activité mentale est vraiment ce qu'il y a de plus important, puisque c'est elle qui conditionne finalement toute notre vie, dans le présent également dans le futur, et c'est en fonction de nos états d'esprit et des résultats de nos différentes pensées et perceptions que ensuite nous allons également avoir tel ou tel type d'expérience, tel ou tel type de sensation. Donc c'est en tout cas ce que montrerait l'analyse bouddhiste des choses. Par conséquent, garder un état d'esprit neutre, ça serait dommage, puisque ça ne pourrait également entraîner que des résultats neutres. Ce qui est mieux que mauvais, mais on pourrait espérer quelque chose de plus élevé que cela. Et donc, pour nous également, nous allons dire que en toute activité, y compris d'ailleurs au bureau, pour faire le ménage, pour faire la cuisine, pour quoi que nous fassions, ça serait de l'entreprendre avec un état d'esprit qui soit positif, qui soit bénéfique. Et cet état d'esprit bénéfique, en fait, ça peut être adapté à tous les cas de figure. Par exemple, pour ce qui est de nous, en tant que bouddhistes qui essayons de suivre la voie du Mahayana, en guise de motivation, nous commençons par réfléchir à notre état actuel, à la situation également des autres êtres, de manière à faire apparaître en nous l'aspiration à devenir au plus vite Bouddha, c'est-à-dire à atteindre l'éveil complet de Bouddha, la sagesse si vous préférez, parce que le but ultime, ça n'est pas ça, là c'est un moyen, le but ultime, ça serait de pouvoir agir désormais d'une manière qui soit utile et bénéfique, non seulement pour nous-mêmes, mais également pour les autres êtres. Donc ça c'est l'état d'esprit dans lequel on se mettrait en tant que bouddhiste suivant le Mahayana. Mais si on n'est pas bouddhiste, si on a une autre religion, si on n'a pas de religion du tout, il est extrêmement facile d'adopter un état d'esprit qui n'utilisera pas ce genre de terminologie, mais qui irait dans le même sens. Ça voudrait dire, par exemple, songer au fait que nous, actuellement, nous sommes des êtres humains, ce qui est quand même déjà une grande chance par rapport à d'autres catégories d'êtres vivants. En plus, nous vivons quand même dans un pays qui est relativement favorisé. Si nous sommes ici, c'est que pour le moment, en tout cas, tout va relativement bien pour nous, parce que si nous avions d'énormes difficultés, soit de santé, soit d'autres ordres, nous n'aurions pas eu l'envie et la disponibilité pour venir un dimanche matin ici. Donc le simple fait que nous soyons présents indique que même si tout n'est pas parfait, tout n'est pas forcément rose à tout point de vue pour nous, en tout cas, ça n'est pas une catastrophe complète. Et si nous sommes dans une situation qui est donc à certains points de vue plutôt bonne et à d'autres points de vue moins bonne sans aucun doute, ça nous permet également de comprendre plus facilement que d'autres sont dans le même bain et peut-être beaucoup plus défavorisés que nous. Et comme nous actuellement, nous avons quand même donc un certain nombre d'atouts, un certain nombre de disponibilités sur le plan matériel, sur le plan de la santé, sur le plan mental, éventuellement sur le plan spirituel, nous pourrions nous dire également que nous avons peut-être quelque chose à faire, non seulement pour nous-mêmes aller mieux et nous sentir mieux, mais également pour agir d'une manière qui puisse être bonne pour les autres. Alors les autres, ça peut être déjà en premier lieu notre famille. Et puis il y a également tous nos amis, tous nos collègues, et puis après on peut aller de plus en plus loin. Et après tout, nous pourrions, par exemple, quand nous travaillons, plutôt que de ne faire que pour gagner de l'argent,
nous pourrions également nous dire qu'au travers de cette activité professionnelle que nous avons, nous espérons pouvoir apporter quelque chose qui va être utile pour la population française et plus largement pour la population mondiale, etc. C'est-à-dire de voir également toutes les implications, toutes les interdépendances que cela peut entraîner. Et du coup, tout ce que nous allons faire également pourrait prendre beaucoup plus de consistance et de sens. Ce qui nous semble habituellement très restreint, ça peut devenir en fait très ample vu tous les effets directs et indirects que cela pourrait avoir. Et donc, à chaque fois que nous allons faire quelque chose, nous pourrions nous mettre dans ce genre d'état d'esprit en nous disant, ce que je vais faire maintenant, je le fais parce que je le dois, effectivement, par exemple, faire le ménage, mais ça n'est pas que pour ça, c'est également parce qu'au travers de cela, j'espère que ça pourra avoir un impact qui pourrait être bon pour les autres, pour moi et pour les autres aussi. Donc, ce que je vous propose, c'est que maintenant, en fonction de nos habitudes, de nos convictions, de nos non-convictions, si nous sommes bouddhistes, de prendre une seconde ou deux pour instaurer ou réaffirmer en nous la motivation appropriée, et pour tout le monde, d'essayer de nous mettre dans un état d'esprit qui soit relativement positif, de préférence altruiste. Cette façon de procéder, pour nous, ça n'est pas exclusivement lorsque nous venons dans un temple, dans un centre bouddhiste. L'idéal, en fait, ça serait de prendre ce genre d'habitude pour entamer chacune de nos journées. Et vous êtes en train de penser sans doute que je suis complètement en dehors du sujet. Pas vraiment. Pas vraiment. Parce que l'intérêt également de ce genre d'habitude, c'est que ça peut transfigurer toutes les situations et leur donner une utilité et une finalité. Et pour ça, il n'y a vraiment pas d'âge. Mais évidemment, plus tôt on s'habitue à ce genre d'état d'esprit, et plus facile c'est. Mais d'un autre côté, ça n'est pas non plus une question d'âge civil, et quel que soit le nombre des printemps à notre compteur actuel, c'est le genre de choses que nous pourrions faire, et à peu près dans quel que soit notre état de santé, sauf évidemment lorsque nous serions en butte à une maladie désormais relativement grave ou trop douloureuse. À ce moment-là, ça risque d'accaparer trop notre attention et nos facultés, tant et si bien que nous ne pourrions plus trop réfléchir de cette manière, sauf si nous en avions pris l'habitude auparavant. Et c'est pour cela que dans le bouddhisme, la méditation est considérée comme si importante. Si on reprend le terme tibétain et qu'on le traduit plus littéralement, en fait, méditer, ça veut dire s'habituer. Ça veut dire s'accoutumer à une certaine forme d'état d'esprit, une certaine forme de pensée. Et l'intérêt de s'accoutumer à des états d'esprit qui seraient, tant qu'à faire, plutôt positifs pour contrecarrer nos bonnes vieilles habitudes bien ancrées, qui elles sont souvent malheureusement négatives, c'est qu'une fois que les habitudes sont prises, ça devient des réflexes quasiment. Et du coup, il n'y a plus aucun effort à faire, et ça peut jaillir même en cas de difficulté, même quand on n'aurait plus les capacités de commencer à entrer dans des explications, des réflexions analytiques, etc. Le but de la méditation, c'est vraiment cela. Faire en sorte que certains états d'esprit deviennent totalement spontanés. Et du coup, également, ça va pouvoir permettre d'adopter un regard complètement différent
sur les différentes étapes de la vie, et en particulier sur ce que nous appelons la vieillesse. Alors là, en français, c'est moins amusant qu'en tibétain, si j'ose dire, puisque nous avons des termes différents, dont l'un est vieillissement et l'autre vieillesse. Dans certaines langues asiatiques, et notamment en tibétain, c'est le même mot qui est utilisé. Ce qui permet également d'avoir une vision plus large de la chose. Mais en fait, c'est bien parce qu'il y a un phénomène de vieillissement que se produit ce que l'on appelle vieillesse. Or, le phénomène de vieillissement, il débute très tôt. Pour nous, la naissance équivaut à la conception. Et dès le deuxième instant après la conception, on a déjà pris un coup de vieux. Donc, autant dire que la notion de vieillissement et donc forcément de vieillesse, c'est tout ce qu'il y a de plus relatif, et ça dépend de l'instant T que l'on va prendre comme repère. Il n'y a pas grand monde parmi nous qui ait moins de 10 ans dans cette vie-ci, j'en vois pas. Mais quand je me replonge dans mes jeunes années, et que je me disais avec terreur qu'un jour j'aurai 20 ans, pour moi les gens de 20 ans c'était des vieux. Quand je suis arrivé à l'âge respectable, sinon respecté, de 20 ans, bon, évidemment, ma perception des choses avait un peu évolué et ça avait décalé. Maintenant, quand je vois quelqu'un de 20 ans, j'ai l'impression qu'il vient à peine de sortir du berceau. Et les gens de 40, 50 ans aussi d'ailleurs. Hein. Donc, pour dire que finalement, qu'est-ce que ça veut dire la vieillesse? C'est vraiment par rapport à l'instant auquel on se situe. C'est quelqu'un qui est plus âgé que nous, pour le moment. Et je me rappelle certaines de mes aïeules qui, lorsqu'elles avaient, je sais pas, à peu près 90 ans quand même, hein, et qui apprenaient que quelqu'un du village venait de décéder, quelqu'un de plus jeune qu'elle, entre parenthèses, mais enfin peu importe, elles disaient oui, mais de toute façon, lui, c'était un vieux, sans se rendre compte qu'elles, en fait, elles étaient plus âgées. Pourquoi? Parce que, également, ça se passe dans notre tête, beaucoup. Alors, c'est vrai que le corps, également, peut parfois se rappeler à notre bon, ou plutôt, d'ailleurs, à ce moment-là, à notre mauvais souvenir, mais quand même, c'est beaucoup une question d'état d'esprit. On en revient toujours à l'état d'esprit dans le bouddhisme, je suis désolée, donc on va finalement ne parler que de cela. Donc tout cela pour dire que finalement, l'avieillissement et la vieillesse, c'est formidable parce que c'est le seul moyen pour pouvoir vivre longtemps. Donc c'est complètement naturel, il n'y a rien de plus naturel que ça, parce que c'est dans la chaîne du temps, nous naissons, donc à moins de mourir tout de suite dès l'instant de la conception, nous ne pouvons pas faire autrement que de vieillir. Dès le deuxième instant, nous avons déjà pris un instant de plus, et après ça n'arrête plus d'instant en instant jusqu'à notre mort. Et finalement, pouvoir un jour se considérer comme vieux ou être vu comme vieux par d'autres, c'est formidable, parce que ça veut dire qu'on a pu vivre jusque-là. Et ça n'est pas juste pour une question de record, mais également parce que, en tout cas, selon le bouddhisme, ce qui nous arrive ne nous arrive pas par hasard. Donc, dans le bouddhisme, vous savez, il y a un certain nombre de notions qui sont extrêmement importantes, notamment les notions de passage d'une vie à une autre, c'est-à-dire qu'en principe, nous n'allons pas regarder les choses que dans le cadre de la seule vie actuelle, nous allons voir ça plutôt d'une manière enchaînée, avec des vies successives, des vies qui commencent depuis des temps sans commencement et qui vont perdurer également à jamais, mais qui pourraient être des vies ultérieurement nettement plus agréables à partir du moment où on aurait atteint de hautes réalisations spirituelles. Mais en tout cas, donc la vie est quelque chose qui se perpétuerait de vie en vie, de naissance en naissance. Et
tant que l'on demeure encore dans le samsara, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas encore obtenu la libération, tant qu'on n'a pas encore obtenu l'éveil, c'est-à-dire un haut niveau de sagesse en se débarrassant des défauts et imperfections, ce qui détermine la prochaine vie vers laquelle on se dirigerait, ce seraient les facteurs qui, à la fin de la vie précédente, arriveraient à maturité, c'est-à-dire seraient les plus puissants. Et pour entraîner une renaissance humaine, on considère qu'il a fallu qu'il y ait des karmas qui étaient bons, des karmas blancs, des karmas bénéfiques, qui alors sont venus à maturité. Autrement dit, déjà, notre première méditation en tant que bouddhiste, c'est nous réjouir d'être des êtres humains, non pas pour nous enorgueillir, mais pour nous dire que notre vie est quand même bonne, en ce sens qu'elle est le résultat bon de causes qui elles-mêmes sont bonnes, mais que si ultérieurement nous voulons à nouveau pouvoir bénéficier de ce genre de circonstances, il faudrait penser à nouveau accumuler des graines positives, des karmas qui seraient bons. Donc ça, c'est rien que pour la naissance humaine. Mais en plus, après, pour ce qui est de la bonne santé ou de la longévité, bien qu'il y ait la loi de causalité, c'est extrêmement complexe. Donc il y a des principes. Après, il ne faut pas être trop réducteur. Mais disons que pour les grands principes, le fait de pouvoir vivre longtemps, ce serait à nouveau en résultat de karmas eux-mêmes plutôt positifs, et notamment le fait d'avoir préservé la vie d'autrui, d'avoir protégé la vie d'autres êtres. Et ça, il y a beaucoup de métiers qui le permettent. Par exemple, un médecin, toutes les personnes qui sont dans le secteur médical ne cessent pas, à longueur de journée, de sauver des vies, ou encore, en tout cas, de les préserver. Mais toutes les personnes qui construisent des maisons, qui travaillent dans l'alimentation, dans le vêtement, etc., même s'ils n'y pensent pas. Après tout, l'idéal, ça serait qu'ils y pensent en plus. C'est l'histoire de l'état positif dont on parlait tout à l'heure. D'une certaine manière, en fait, ils contribuent à la préservation des vies. Parce que pour que nous puissions nous maintenir en bonne santé, il faut que nous soyons suffisamment habillés, il faut que nous ayons un toit, il faut que nous puissions nous nourrir d'une préférence, d'une manière relativement saine. Donc finalement, toutes ces professions pourraient être transformées facilement en pratiques spirituelles qui auraient pour finalité la préservation de la vie d'autres êtres. Ça montre également que c'est pas si compliqué que ça. Les professeurs, c'est peut-être pas la finalité première de préserver la vie, mais au travers des moyens qu'ils donnent à leurs élèves, ils leur donnent les moyens de gagner leur vie, donc finalement de se protéger, et donc de vivre mieux, etc. Donc il y a quand même toujours des convergences, même si ça n'est pas forcément le but évident, il peut y avoir des ramifications. Donc selon nous, le fait de pouvoir bénéficier d'une longue vie, ce serait sans doute, en tant que résultat de karma bénéfiques de ce genre, c'est-à-dire des actions que nous aurions accumulées antérieurement et qui auraient consisté à sauvegarder la vie, à préserver la vie d'autrui. Du coup, la vieillesse prend une autre connotation. Ça n'est plus une horreur qui nous tombe dessus et qui est insupportable, c'est un résultat finalement positif, d'activités positives que nous-mêmes nous aurions pu avoir dans le passé. Donc déjà, ça change pas mal les choses. C'est pour là qu'on avait mis un autre regard sur la vieillesse. Et si nous-mêmes, nous nous préparons, de préférence assez longtemps à l'avance, mais sinon tant pis, au fur et à mesure que ça se passe, à envisager le vieillissement et donc également la vieillesse de cette manière, pour ceux qui sont arrivés à peu près au même âge que moi, voire un peu plus en avant que moi, il s'avère qu'au bout d'un certain temps, le corps il commence à fatiguer un petit peu. Donc il y a des douleurs par-ci, des douleurs par-là, on est moins rapide qu'avant, on oublie, etc. C'est pénible. C'est pénible. Mais d'une part,
bah, c'est comme ça, hein, c'est naturel. Et d'un autre côté, c'est l'autre facette d'une médaille qui est bonne. Ça veut dire qu'on a pris une naissance et que cette vie, elle continue. Donc évidemment, il y a peut-être un certain nombre de choses, il y a des outils que nous ne pouvons peut-être plus utiliser comme auparavant, mais au moins nous les avons encore. Et donc là, plutôt que de devenir complètement dépressif en nous disant mais je peux plus nettoyer tout le jardin en 3 heures alors que comme je le faisais encore il y a 10 ans, maintenant il me faut 3 mois, enfin, j'exagère un peu peut-être, c'est pas 3 mois, c'est 6 mois, enfin bon peu importe, mais si nous nous préparons en nous disant bah, un jour vient où bah, on peut plus faire telle chose, en tout cas plus au même rythme, mais c'est pas grave, et bien du coup on va le prendre bien. Et puis si on le fait moins vite, ça permet peut-être aussi de le faire différemment, de se poser un peu, c'est-à-dire que là où on est, parce qu'on est jeune et qu'on a plein de choses à faire, et qu'on veut tout boucler en 5 minutes, eh bien on peut peut-être s'arrêter pour contempler la petite fleur qui vient de s'ouvrir, ou alors hier, ben, cette fleur-là, elle était tout juste ouverte, mais aujourd'hui elle est vraiment épanouie, etc. Ben, l'intérêt c'est que ça permet de se reposer 2 secondes, 2 minutes, une demi-heure, et puis on apprécie. Ça permet d'apprécier. Donc c'est tout ça qui peut effectivement évoluer au fil du temps, c'est-à-dire que quand un peu par contrainte physique, on est obligé de ralentir un peu le rythme, plutôt que de le subir et de ne pas le supporter, si un petit peu comme dans les arts martiaux. Si on accompagne le mouvement et qu'on essaye d'en tirer les côtés éventuellement positifs et en cherchant bien, on en trouvera, ça permettra de vivre cela d'une manière beaucoup plus agréable. Et l'intérêt, c'est que du coup, on va se sentir mieux. Et si on se sent plus content, plus léger, plus heureux, ça a forcément des répercussions à tout point de vue. Sur le plan physique, c'est-à-dire qu'on va se sentir en meilleure santé. On sera en meilleure santé. Quand on n'a pas le moral, on se rend vulnérable. Même si on n'est pas en parfait état physique, mais si on prend les choses bien et qu'on accepte ce qui se passe en essayant de le positiver, du coup, c'est sans doute mieux que certains vaccins. Ça peut également éviter parfois des antibiotiques, donc c'est tout bénéfice, y compris pour la sécurité sociale. Donc en tant que citoyen, ça serait quelque chose qu'il importerait de faire à notre époque. Ça peut également avoir des répercussions ô combien sur l'entourage. Quand j'ai fêté, si on peut utiliser le terme pour une telle date, mes 60 ans, j'ai reçu un mail d'un de mes petits frères, d'un de mes grands frères, qui lui avait passé le cap depuis un certain temps, et qui m'a envoyé un mail, d'abord je n'ai pas compris parce que j'étais pas d'humeur, et où il me disait « Bienvenue au club des Tamalous ». Évidemment, écrit d'un traite, et avec son orthographe bien à lui, il a toujours été brouillé dès son plus jeune âge avec l'orthographe. Tamalou, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire en code, qu'est-ce que tu me racontes? Donc là, en prononçant les syllabes correctement, j'ai tout de suite compris. Eh bien oui, pourquoi pas, mais on peut le voir différemment. Et donc, depuis, j'essaye de positiver, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai essayé j'attends de vous un soutien. Mais c'est vrai que plutôt que de ne penser qu'à cela, on peut également voir un certain nombre d'autres choses. Mais du coup, en le prenant bien également, au lieu de effectivement être complètement replié sur nos problèmes, nos souffrances, etc., les prendre même avec un petit peu d'humour et de distance, eh bien pour les éventuels membres de la famille, ça va tout changer, hein. Et également pour les amis qui nous resteraient. C'est-à-dire que si nous avons envie de continuer à avoir des relations sociales, c'est vrai qu'une fois passé la question inévitable Tamalou, on peut éventuellement aborder d'autres sujets, mais du coup également ça va plus inciter les autres à venir nous voir parce qu'ils vont trouver un réconfort dont ils ont également et sans doute encore plus besoin que nous.
Et du coup, le fait que d'autres également viennent à nous, même, du coup, ça va nous redonner également un peu de pêche, si j'ose dire. Donc c'est bon pour tout le monde. Comme quoi, finalement, évidemment, tant qu'on est encore en état, il y a moyen de tirer parti de beaucoup de choses, y compris de certains phénomènes de vieillissement, pour donner des conseils. En disant, mais écoute, non, mais c'est pas grave. Moi aussi, je suis passé par là, donc il suffit de faire ceci, cela, après ça va mieux, etc. Puis il faut pas s'arrêter, c'est normal, etc. Donc, à partir du moment où on envisagera également un partage, etc., un partage d'expérience, mais évidemment, dans une perspective toujours plutôt positive, ça va changer. Et également, il y a tout l'apport qu'on peut faire aux petits-enfants, que ce soit ses propres petits-enfants, mais n'importe quel petit-enfant qui traînerait. Surtout à notre époque. Les petits-enfants, ils ont besoin un peu de présence et d'écoute. Nous sommes dans une société accélérée, où les personnes en âge qu'on dit actif n'ont plus une seconde. Ils sont tout le temps en train de courir partout. Déjà, avant, c'était pas simple, mais alors maintenant que nous sommes complètement accrochés à nos... Là, je suis un petit peu ringarde, excusez-moi, mais à nos portables. Mais je ferais mieux de parler sans doute de iPad, iPod, smartphone et autres gadgets du même genre. Nous n'avons plus une seconde de disponibilité. On est tout le temps l'œil rivé au petit écran. Et les enfants, ils ne trouvent plus forcément leur place là-dedans. La personne un petit peu plus âgée, qui n'a toujours pas compris comment on ouvrait ce fichu smartphone, qu'on lui a offert sous prétexte que ça lui permettait d'être lié seulement comme fil à la patte. Oui, d'accord. J'ai eu une amie que j'ai revue pas plus tard que mercredi dernier, je ne l'avais pas vue depuis 25 ans. Elle vient, elle, d'avoir 69 ans et elle m'a sorti son smartphone, elle voulait prendre une photo. Elle n'a jamais réussi. Et elle me dit, tu comprends, j'ai suivi des cours. Nous étions tous des seniors. Le jeune professeur, il a vraiment essayé de tout faire. Aucun d'entre nous n'a compris. Il m'a dit, heureusement, il y a le jeune homme qui vient faire le ménage chez moi, il est très patient, donc il me montre une touche à la fois. Et donc là maintenant, j'arrive à utiliser certaines fonctions, mais pour prendre la photo, là, il ne faut quand même pas non plus exagérer, ça sera une leçon ultérieure. Mais du coup, comme on est beaucoup moins accro à ce genre de choses, alors d'abord pour les petits-enfants, c'est bien parce qu'eux, ils savent faire. Donc ils vont être tout fiers de savoir mieux faire que nous. Et puis en plus, comme on préfère dévier la conversation plutôt que se trouver en position d'infériorité vis-à-vis de ces petits chenapans, on va pouvoir leur parler de tout à fait autre chose qui peut leur apporter également énormément. Et ça, on peut le faire avec ses propres petits-enfants, arrière-petits-enfants, mais je crois que n'importe quel enfant passant à portée de main et à portée d'ouïe serait ravi également d'un transfert d'expérience et autres si les parents le veulent bien, etc. Donc tout ceci pour dire que la vieillesse, actuellement, malheureusement, on a tendance dans notre société à compartimenter les âges et à séparer les âges, ce qui n'est pas très logique. Là également, l'autre jour, en allant chercher mes légumes au marché, chez mon fournisseur préféré de fruits excellents, qui est originaire d'Algérie, il me disait, nous, chez nous, en fait, on est tous ensemble, nous sommes une trentaine, mais pour nous, il n'est pas question de séparer les membres de la famille et les générations. Nous, ici, on va mettre les petits à la crèche, les plus grands à l'école maternelle, après, ça va être l'école, ensuite, ça va être le travail, et après, c'est la maison de retraite, puis les soins palliatifs. Et tout ça, toujours tout seul, ou à peu près. Parce que même quand on vit en famille, on n'est plus tellement ensemble. Eh bien, puisque si on a la chance d'arriver à un âge qui permet d'avoir un peu de disponibilité et sans être encore trop accro à un certain nombre d'outils, eh bien, ça permet peut-être de maintenir le tissu relationnel et convivial. Et ça, c'est un véritable apport qu'on peut faire non seulement à la famille, mais à la société dans son ensemble.
Et là, je dirais qu'il y a une responsabilité également. Mais du coup aussi, ça change tout. C'est-à-dire qu'au lieu de ce regard que malheureusement beaucoup de personnes ont, je suis à la retraite, donc je ne sers plus à rien, mais si, au contraire. Au contraire. C'est une mémoire vivante, pour le moment, et qui en plus est normalement un peu plus disponible. Et ça serait vraiment trop dommage de ne pas en profiter soi-même et de ne pas en faire bénéficier les autres. Et tout ça, en fait, par rapport au bouddhisme, ça nous ramène à des notions qui, pour nous, sont extrêmement importantes, et notamment la notion d'interdépendance. Alors, interdépendance, ça ne veut pas dire que n'importe quoi dépend de n'importe quoi. On ne va pas se lancer forcément dans une étude philosophique maintenant de la notion d'interdépendance, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr et certain, c'est que certains phénomènes, que tout phénomène ne peut se produire que si les causes et conditions correspondantes sont réunies. Et donc, de ce point de vue-là, à partir du moment où on aurait un petit peu de temps disponible, ça pourrait être intéressant d'y réfléchir et de se dire, après tout, plutôt que de subir un monde dans lequel parfois nous avons du mal à nous reconnaître et qui ne nous plaît pas, c'est un petit peu comme, vous savez, comme l'aile du papillon. Ça a l'air de rien ici, et à des milliers de kilomètres, ça peut entraîner des phénomènes naturels très puissants. La petite chose que nous pourrions faire à notre niveau peut également avoir des répercussions énormes, dont nous n'entendrons peut-être jamais parler, mais ça vaut le coup de jeter la bouteille à la mer. À partir du moment où, sous prétexte que nous aurions été mis à la retraite et nous aurions plus de temps, simplement quand nous allons faire des courses, du coup nous avons plus de temps. Alors évidemment, ce n'est pas la peine de rester pendant 3 heures à tenir la jambe du commerçant qui a peut-être autre chose à faire. Mais quand même, prendre le temps d'échanger un peu avec lui, avec les autres personnes, etc. Peut-être que sans nous en rendre compte, nous allons sauver quelqu'un d'une dépression, un sourire simplement dans la rue, prendre le temps de sourire aux gens, un petit geste, ça va peut-être éclairer la journée de quelqu'un qui sinon aurait peut-être fait des bêtises ce jour-là. Alors, nous ne saurons pas, mais ça vaut le coup de le faire. C'est pour cela, notamment, mais pas uniquement, mais entre autres, que Sa Sainteté, le Dalai Lama, a coutume de dire que l'égoïste intelligent, il est altruiste. Être égoïste, ça veut dire que nous voudrions notre bien personnel et nous sentir bien. Mais nous ne pouvons nous sentir bien que si notre entourage se sent bien, si la société se sent bien. Autrement dit, chacun d'entre nous, et là c'est vrai pour tous les âges évidemment, mais ça peut être comme une espèce de mission qu'on se confierait quand on aurait accompli déjà d'autres missions telles que le travail, élever les enfants, etc. Eh bien, ça serait d'essayer d'améliorer de l'intérieur la société dans laquelle nous vivons. Même quand les choses vont mal et que nous nous retrouverions dans un hôpital, et ça peut arriver à n'importe quel âge. Là aussi, nous pouvons faire quelque chose pour les soignants. C'est pas facile d'être soignant. Il y en a combien actuellement qui sont en burn-out? Ils sont soumis à des rythmes infernaux, à des pressions de travail horribles. Quand ils ont affaire à un patient qu'il est patient, c'est-à-dire qu'évidemment, il vaut mieux quand même exprimer si on a mal, etc., mais qui essaye d'être partageur, qui comprend un peu la situation de l'autre et qui a un petit mot gentil, qui sait remercier, etc., ben ça va changer tout également. Nous avions ici à l'Institut une amie très chère, certains d'entre vous, vous l'avez connue, Yolande, qui est décédée maintenant depuis, hélas, une dizaine d'années,
Et nous l'avons accompagnée jusqu'à la fin quand elle était à l'hôpital de Fontainebleau. Bon, elle est morte d'un cancer, donc c'était assez douloureux, mais c'était quelqu'un qui avait le cœur sur la main. Et en fait, elle illuminait son service. Les soignants se disputaient presque pour aller la voir, parce que c'était elle qui leur remontait le moral et pas le contraire. Elle était vraiment vers la fin, mais elle a apporté énormément de choses à toutes les personnes qui l'ont soignée. Alors évidemment, chez elle, c'était complètement naturel dans cette vie-là. Mais ça ne tient qu'à nous, ce sont également des façons de communiquer qui peuvent tout à fait s'apprendre. Enfin, c'est une question de méditation, une question d'habitude, si vous voulez. Donc là, c'était pour dire, d'une part, ce phénomène de vieillissement, de vieillesse, il n'y a rien de plus normal que ça. Et à moins de vouloir mourir tout de suite, c'est le seul moyen de pouvoir vivre. Donc, alors évidemment, tout ce qui fait partie de notre vie n'est pas forcément agréable. Mais par contre, puisque ça fait partie du lot, ça ne sert à rien de nous révolter et de le rejeter. Et nous pouvons, d'une certaine manière, donner un sens et transfigurer à tous les niveaux de notre vie, ou presque. Donc, comme j'en ai un petit peu assez de monologuer, maintenant, si jamais vous avez des questions à poser, je me ferai un plaisir, soit de vous répondre si j'ai une idée, dire quelque chose, soit de vous dire, j'ai aucune idée. À vous. Anila, vous avez abordé des sujets vraiment très intéressants. Bonjour à toutes les personnes qui sont ici. Je vous dirais même, soyez bénis. Voilà. Et Anila, bonjour. Je vous remercie, au nom de tout le monde, je vous remercie pour tous les sujets que vous avez abordés, qui sont fort intéressants. On dirait que vous avez vécu toutes les situations. Et je crois que toute petite chose, c'était un clin d'œil à tout ce qui se passe actuellement dans ce présent définitif. Toutes les choses qui sont importantes, effectivement. Vous parlez vraiment dans tous les détails. Et je tenais vraiment, je n'ai pas arrêté de rire depuis, parce que j'ai fait Bouddha avant, là-haut, et je suis arrivée un peu avec du retard. Je vous remercie infiniment pour toutes les... Vous êtes pétillante de malice déjà. Je trouve que c'est le mot juste, parce que vous le dites avec beaucoup d'amour, d'humour. Et malice n'est pas un mot méchant dans ce que je vous dis. C'est quelque chose de... J'ai même pas les mots pour vous le dire. Merci en tout cas, soyez bénis, voilà. Vous également, voilà. Merci infiniment. Je crois que monsieur voulait parler également. Oui, bonjour. J'aurais voulu connaître l'approche bouddhiste vis-à-vis des problèmes de fin de vie comme l'euthanasie ou... voilà. À partir du moment où, comme je vous le disais au début, dans le bouddhisme, on considère qu'il n'y a pas une seule vie, mais des vies successives. Et que ce qui conditionne une naissance, mais également ensuite les conditions de vie dans lesquelles nous nous retrouvons, ce sont les karmas dont nous sommes porteurs. Du coup, à partir du moment où on se situe dans un tel cadre, dans un tel système de pensée, la question de l'euthanasie ne se pose pas. C'est-à-dire que, pourquoi ? Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien et c'est un pari risqué. Pour prendre un exemple un peu imagé, même si ça ne correspond pas exactement, c'est comme si sous prétexte qu'on avait mal aux dents dans la salle à manger, on allait dans le salon. Ça ne va pas changer grand-chose. Donc, euthanasier, c'est finalement donc, accélérer la fin de quelqu'un, donc finalement le tuer. On parle bien d'euthanasie, hein, on ne parle pas d'arrêt des soins. Euthanasie, ça veut dire administrer un produit létal qui entraîne la mort. Et donc, pour la personne qui déciderait ce geste, c'est quand même grave parce que ça revient à tuer quelqu'un. Même si la motivation n'est pas de lui nuire. Pour quelqu'un
qui n'est pas bouddhiste et qui n'a pas cette vision-là des choses et qui pense qu'en tout et pour nous tout, il y a une seule vie, on peut tout à fait comprendre que ce soit sa compassion qui lui inspire une telle décision. Donc il ne s'agit pas de condamner la personne du tout. Dans un certain cadre de pensée, on peut comprendre pourquoi certaines personnes estiment que ça serait une bonne chose. Mais du point de vue bouddhiste des choses, c'est grave en ce sens que malgré tout, même si la motivation n'est pas de la malveillance, en principe, c'est quand même tuer quelqu'un, donc il y a quand même un côté d'une lourde responsabilité. Et d'autre part, pour la personne qui serait euthanasiée, on ne lui rend pas forcément service. Parce que la renaissance humaine, quelles que soient les conditions dans lesquelles soit la personne humaine, est quand même une renaissance considérée comme favorable par rapport à d'autres types de renaissance. Et donc on ne sait pas vers quoi on l'expédie. On perd toute maîtrise. Donc dans le bouddhisme, on aurait tendance à dire il vaudrait beaucoup, beaucoup mieux développer les soins palliatifs. Il y a une loi qui était très bien faite, la loi Leonetti, qui prévoyait un développement des soins palliatifs, et certains services sont extraordinaires, vraiment très bien faits. Malheureusement, il n'y a pas assez de médecins qui sont véritablement formés, il n'y a pas suffisamment de médecins et de personnel soignant qui savent utiliser correctement les sédations, en les mesurant correctement. Et également, j'avais fait partie d'une table ronde sur la question, entre autres, et il y avait un gériatre dont j'ai oublié le nom, je pourrais le retrouver, qui avait lui-même 94 ans, je crois, donc qui n'était plus en fonction, mais qui avait une grande expérience et qui avait été très longtemps professeur de gériatrie, et qui nous disait que pendant sa longue carrière, il s'était rendu compte également que les demandes d'euthanasie ne viennent presque jamais de personnes réellement âgées, que ça vient souvent de personnes encore jeunes, qui ont eu un accident et qui ne supportent pas, avec leur état d'esprit jeune, d'être dans un corps diminué, qui ne correspond pas à leur mode de pensée. Et que là, pour ces personnes, c'est tellement insupportable qu'elles préféraient en finir. En ce qui concerne les personnes en fin de vie, très âgées, il dit, oui, il y a parfois des demandes d'euthanasie, mais si on les écoute bien, en fait, ce n'est pas une véritable demande d'euthanasie, c'est souvent une demande de présence, une demande d'écoute. Il dit, très souvent dans les services dans lesquels il avait travaillé, dès lors qu'il y avait une meilleure écoute et plus de présence auprès des personnes, la demande d'euthanasie n'était pas poursuivie. Et pour ce qui est des directives anticipées, il faut se méfier, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même vision des choses quand tout va bien que quand ça va moins bien. Nous avons perdu, il n'y a pas si longtemps que ça, une de nos amies qui est partie d'un cancer. Et là aussi, je l'accompagnais, donc j'ai été assez souvent auprès d'elle. Et vers la fin, un jour, elle m'a dit, elle était furieuse parce qu'on avait mis dans sa chambre une personne qui était dans un état encore pire qu'elle à ce moment-là. Et elle trouvait que les infirmiers ne s'occupaient pas bien de cette personne. C'est-à-dire que la personne était soi-disant dans le coma et les personnes autour d'elle disaient « Oh, de toute façon, elle ne va pas passer la nuit, etc. » Elle me dit « Mais comment peut-on se permettre de dire des choses aussi horribles auprès de quelqu'un qui apparemment n'entend pas, mais qu'est-ce qu'on en sait ?» Et elle me dit « Tu sais, j'ai beaucoup changé depuis que je suis malade. » Elle me dit « Quand j'étais, il y a encore 2-3 ans, avant que ma maladie ne soit diagnostiquée, moi aussi je me disais, si un jour j'ai un cancer, je préfère qu'on me tue tout de suite, je ne veux pas. » Elle me dit, maintenant que j'en ai un, et que je sais très bien que j'en ai plus pour très longtemps, elle me dit, mais je veux aller le plus loin possible. Je veux aller le plus loin possible. Elle me dit, maintenant j'accepte les traitements, j'accepte les douleurs, je vois les choses différemment. Pourquoi ? Parce qu'elle avait des enfants, et puis elle avait également une pratique spirituelle. Et elle disait, en fait, moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir partir, l'esprit lucide, mais le plus longtemps possible, parce que malgré tout, cette vie, maintenant, je l'apprécie. Maintenant que je souffre, j'apprécie d'autant plus la vie, et chaque minute, on peut en faire quelque chose. Donc c'est pour ça que dans le bouddhisme, l'euthanasie, on comprend pourquoi certaines personnes qui ont un autre mode de pensée,
pense que c'est une bonne chose, mais en tant que bouddhiste, non. On ne peut pas l'accepter. Et on ne peut certainement pas le conseiller. Vous pouvez redonner le micro ? Oui, excusez-moi. Juste un point. Bon, on est contre aussi l'acharnement thérapeutique. Et puis, quand on voit quelqu'un souffrir, Oui. C'est terrible. C'est affreux. Même s'il y a des antidouleurs, la personne souffre et il y a une façon aussi d'altérer la dignité de la personne. Et donc ça, c'est... Enfin, moi, je vois mal, si je vois quelqu'un souffrir, ne pas apporter un soulagement à sa souffrance, quoi. C'est vraiment... Bon, la vision du bouddhisme d'une vie après une autre, c'est une vision qui n'est pas facile à avoir, mais qui change beaucoup le mode de pensée. Comme je vous le disais, le problème de l'euthanasie pour nous, c'est qu'on ne stoppe pas la souffrance, on la déplace. On ne la stoppe pas. S'il y a des karmas pour la personne qui font qu'actuellement elle souffre, ça n'est pas parce qu'on va l'euthanasier qu'elle ne va plus souffrir, simplement elle va les souffrir ailleurs. Et ça sera peut-être, on ne sait pas, qu'est-ce qui nous prouve qu'elle sera dans des meilleures conditions ? Si quelqu'un a atteint un niveau de développement spirituel tel qu'il est clairvoyant et qu'il peut être sûr que la personne ira vers une renaissance plus favorable, là, il n'y a pas de problème, on peut se permettre. L'ennui, c'est que quand on a une loi, la plupart des soignants, ça serait difficile d'exiger d'eux qu'ils soient en plus clairvoyants. Donc là, on fait un pari qui, selon nous, est très risqué. C'est-à-dire que les calculs de probabilité ne veulent rien dire. Mais comme ça, je dirais qu'il y a 80% de chances qu'au lieu d'aider la personne, en fait, on l'expédie vers quelque chose qui est moins bien pour elle. C'est pour cela qu'on ne prend pas ce risque, mais par contre, on dirait qu'il faudrait effectivement essayer de la soulager au maximum. L'arrêt des soins, c'est différent. On ne tue pas la personne, on laisse un cycle naturel se faire, ce qui n'est pas du tout la même chose que de tuer. Parce que le problème, c'est que la personne qui prend la décision de tuer, il a quand même décidé de tuer, même si c'est par compassion. Alors là, il va y avoir deux karmas différents. Un qui est positif parce qu'il agit par compassion, et l'autre qui est quand même négatif parce que c'est quand même l'acte de donner la mort. Et comme on ne sait pas ce que ça va donner pour la personne en réalité, mais évidemment, si on n'admet pas la réincarnation, ce que je vous dis, ça ne veut rien dire. Hein. Je suis d'accord. Est-ce que je pointe un petit peu sur les mots quand même, parce qu'à la fin, quand on donne des sédatifs en fin de vie, on sait très bien qu'on abrève la vie. On le sait, quand on a un taux de morphine à un certain taux, on ne le dit pas, mais c'est comme si on tuait C'est pour quelqu'un, cela c'est que pareil. je vous dis que le problème, c'est qu'actuellement, les personnels ne sont peut-être pas suffisamment bien formés et qu'il y a des problèmes de dosage. C'est pour ça que j'avais parlé des problèmes de dosage. C'est-à-dire qu'il y a le dosage, non, il y a le dosage qui atténue la souffrance et il y a le dosage qui, effectivement, oui, mais c'est parce qu'on les manie mal. Non, mais si, oui, mais on évalue pour diminuer la souffrance. Mais à ce moment-là, la motivation n'est pas la même. Ça n'est pas la décision de donner la mort et du point de vue du karma, ça change tout. Ça change tout. C'est-à-dire que n'oubliez pas, je vous l'avais dit également, dans le bouddhisme, c'est avant tout la pensée qui prime. C'est la pensée qui prime. Et une chose est de donner, d'administrer une substance pour tuer, et autre chose d'administrer une substance pour atténuer la souffrance. C'est pas du tout la même démarche mentale. Et c'est pas que jouer sur les mots, hein. C'est exactement quand un médecin prescrit un médicament, manque de bol, la personne a une allergie et meurt. Mais le médecin n'a pas donné ce médicament pour tuer. C'est la même chose avec les sédatifs. Vous voyez ? On sait qu'on met la personne dans le coma, par exemple. Ah oui, mais coma, c'est pas mourir. C'est pas mourir. Attendez. Excusez-moi, Oui. quand on débranche une machine, Alors, est-ce que c'est le même geste que d'injecter un produit ? c'est pas la même chose. C'est pas exactement la même chose, c'est-à-dire que... Alors, ça dépendra à quel stade, etc. C'est délicat, effectivement, mais ça n'est pas la même chose. C'est-à-dire que dans un cas, on laisse quand même la nature faire, alors que dans l'autre,
on donne un produit qui va très vite entraîner la mort de la personne. Or, selon nous également, les derniers instants avant de mourir sont très importants. Et quand on accélère la mort de quelqu'un, peut-être également qu'on l'empêche d'avoir quelques instants peut-être très courts, mais qui pourraient avoir beaucoup d'impact pour lui. Et c'est vrai que les sédatifs, à ce point de vue-là, si on peut les éviter, tant mieux. Mais d'un autre côté, si quelqu'un n'est pas préparé pour une pratique spirituelle et qui souffre beaucoup, il vaut quand même mieux atténuer ses souffrances, ça d'accord. Mais par exemple, pour quelqu'un qui aurait fait un grand travail de préparation de méditation, il vaut mieux qu'il souffre en fin de vie, mais qu'il garde l'esprit lucide, que d'être sous sédatif et dans un état comateux. Je ne pouvais m'empêcher en vous écoutant de naviguer entre deux écoutes totalement opposées. Ce que vous dites, c'est superbe, très altruiste, ouvert vers les autres, très positif. L'autre écoute, mais c'est affreusement égoïste tout ce que vous dites. Il s'agit d'accumuler des mérites pour soi, Pas uniquement. afin d'avoir des conséquences bénéfiques dans l'avenir pour soi. Comment on fait pour passer plus d'un côté que de l'autre ? Pourquoi ? Parce que selon nous également, avant de pouvoir aider correctement les autres, il faut s'en donner les moyens. Exactement comme on ne peut pas s'improviser médecin sans avoir fait les études de médecine. Et donc, selon nous, il faut d'abord avoir fait un travail sur soi pour ensuite pouvoir aider autrui. Et là, à nouveau, ça va être une question d'état d'esprit. C'est-à-dire que si on ne le fait que pour soi, c'est totalement égocentrique. Si on fait ce genre d'activité, mais en espérant avoir un impact positif pour les autres et pour évoluer, pour pouvoir mieux aider les autres, ça devient altruiste. C'est une question d'état d'esprit, mais vous avez raison, la frontière est et c'est pour ça que ça s'est plaisante en disant que l'égoïste intelligent, il va être altruiste. C'est exactement ce paradoxe. C'est-à-dire que le summum pour faire quelque chose qui pourrait être utile pour soi, c'est de s'oublier soi-même et de se consacrer complètement à autrui. Il y aura forcément des retombées, ça on ne peut pas l'empêcher. Tant qu'on attend des retombées, par contre, ça freine. Mais vous avez raison. Hein. On déduit que c'est la voie du milieu. La plus difficile toujours. On y peut. Le micro arrive en courant. Pour parler d'un cas que tout le monde entend parler en ce moment et depuis quelques mois, le cas de cet homme qui depuis 7 ans est dans le coma. Quelle réponse apporte le bouddhisme dans ce cas-là ? Aucune réponse particulière à part ce que je vous ai donné, c'est-à-dire que la première décision qui a été faite, ça a été de le brancher des machines, tant et si bien qu'il est encore en vie. Mais maintenant, le débrancher alors qu'il est en bonne santé, à part le fait qu'il soit dans le coma, parce que les organes vitaux, etc., sont en bon état, si j'ai bien compris. Alors là, on dit aussi que plus le coma est long, et plus les propriétés intellectuelles risquent d'être anéanties. Mais ce que j'aurais tendance à vous dire, oui, effectivement, en fait, à propos du coma, bon, je ne suis pas médecin et je ne suis pas scientifique, donc je ne sais pas trop. Mais ce que j'ai entendu dire du coma, c'est qu'au fond, on n'en sait pas grand-chose. Et que, selon nous, dans l'esprit, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau d'activité plus grossière, c'est ce qu'avec les facultés sensorielles, on voit, on parle, etc., etc. Donc, c'est ce qu'il n'a pas. Mais après, il y a 2 autres niveaux. Il y a un niveau subtil et un niveau très subtil. Quand quelqu'un est dans le coma, à quel niveau d'état d'esprit ou d'activité mentale en est-il ? Ça, moi, je suis incapable de vous le dire. Mais ça n'est pas parce que l'activité grossière mentale n'est pas patente qu'il n'y a aucune activité mentale du tout. Donc, c'est difficile à dire. Hein. Entre, je crois, la mère qui est persuadée qu'il l'entend et l'épouse qui est persuadée qu'il n'entend rien, ça, moi, je ne peux pas partager. Mais disons que dans ce genre de cas, nous, on aurait dit, on ne prend pas de risque. On ne prend pas de risque, c'est-à-dire qu'on le garde. Pour les mêmes raisons. On ne sait pas vers quoi on va l'envoyer. Merci. Il vaudrait mieux que vous ayez le micro, sinon on ne va pas bien vous entendre.
une société où il y a beaucoup de personnes âgées, forcément, il y a un coût. Il y a un coût. Donc, quel est l'équilibre à trouver entre, justement, le fait de permettre à cette personne de continuer à vivre dans le coma et toutes les personnes qui ont besoin de soins à côté? Il y a quand même... je sais pas, l'argent ne tombe pas du ciel comme ça tous les jours. Et c'est bien ce qui me fait peur dans la loi de l'euthanasie, entre autres. C'est-à-dire que on peut comprendre une démarche d'amour et de compassion pour interrompre des souffrances de quelqu'un. Mais nous sommes dans une société où souvent les valeurs économiques l'emportent sur d'autres valeurs. Et comme avait répondu Monsieur Leonetti quand nous avons été auditionnés à l'Assemblée nationale il y a quelques mois, vous savez, une sédation, ça coûte pas cher. La sédation, ça coûte pas cher. C'est-à-dire euthanasier quelqu'un, ça coûte pas cher. Donc ça coûte effectivement beaucoup moins cher à la société d'euthanasier que de maintenir. Mais dans une société qui se prétend civilisée, normalement, les contingences économiques devraient peut-être ne pas être les premières à voir. C'est-à-dire que si c'est entre choisir l'un, est-ce que vraiment quand on maintient quelqu'un, c'est au détriment de quelqu'un d'autre que nous ne soignons pas dans notre pays? Dans notre pays? Dans notre pays? Dans le monde, oui, mais dans notre pays, je ne suis pas sûre. Parce que la sécurité sociale, elle a des limites. Donc un jour ou l'autre... Un jour ou l'autre. Pardon? Un jour ou l'autre, mais pas encore. Pour le moment, on soigne tout le monde. Nous avons quand même encore un des meilleurs systèmes. Ouais. Le problème est grave parce que... Bien sûr que le problème est grave. Le problème est grave parce que si on veut la vie, par exemple, bon, on peut toujours continuer à prendre en charge les personnes âgées, mais les prématurés, ils ont besoin aussi de soins. Très compliqué. Vous ne parlez pas, j'ai une petite nièce qui vient de naître hier avec un mois d'avance. Est-ce qu'on choisit la vie du prématuré, la vie de... Je sais pas. Mais pour le moment, on n'en est pas là. On n'en est pas là. C'est-à-dire qu'actuellement, non, on n'en est pas là en France. On peut se poser cette question. On peut se poser la question, mais pour le moment, c'est un peu comme mon amie qui avait des directives très différentes tant qu'elle n'était pas malade, qu'après, une fois qu'elle était malade. C'est-à-dire que ces questions-là, nous pouvons nous les poser, mais il est prématuré de faire une loi sur l'euthanasie sous prétexte qu'un jour, nous n'aurions peut-être pas en France les moyens à la fois de soigner les gens de tel et tel âge. Ce genre de cas de figure, moi je l'ai connu en Inde quand j'y allais il y a 40 ans, dans les camps de réfugiés tibétains. Il y avait énormément de personnes qui avaient la tuberculose. Et ce qu'ils m'ont dit, on n'a pas les moyens de soigner tout le monde, donc on soigne les jeunes, on ne soigne pas les vieux. Oui, mais parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Pour le moment, chez nous, en France, la question ne se pose pas encore réellement. Et donc, c'est abstrait. Et par contre, si on fait maintenant la loi sur l'euthanasie, on peut être sûr qu'il y aura des gens qui vont être euthanasiés, pas forcément à bon escient, et pour des raisons purement économiques. Et ça, c'est une drôle de responsabilité d'accepter ça, surtout quand il n'y a pas une nécessité absolue. Parce que quand il y a une nécessité absolue, du coup, on peut comprendre qu'on soit obligé de faire du choix. Mais tant que ça n'existe pas, si c'est juste par confort et autres, c'est plus grave. C'est un petit peu, vous savez, il y a plein de choses absurdes. Hein. Quand je vois, par exemple, les enfants qu'on va chercher, par exemple, au moment où c'était le pire en Afghanistan, je connais des gens qui font partie de Médecins sans frontières, etc. Donc, tel petit enfant qu'on allait chercher dans tel pays en guerre, on le ramène, ça coûte très cher en France, on l'opère du cœur, etc. Et après, on le renvoie sur le champ de bataille. C'est logique. C'est ce qu'on fait. Bonjour. Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler des phénomènes de proximité de la mort? C'est-à-dire des personnes qui ont approché la mort et qui sont revenues à la vie. Selon nous, s'il s'agit d'un véritable processus de mort enclenché, on ne revient pas. Il peut y avoir des processus qui ressemblent, et par exemple, à chaque fois, le phénomène d'endormissement tous les jours ressemble beaucoup au phénomène de mort.
Donc vous pouvez vous-même l'observer de ce point de vue-là. Après, il peut y avoir des phénomènes qui ressemblent aussi, comme l'évanouissement, le coma, etc. Mais ça ne fait que ressembler. Le véritable phénomène de mort, une fois qu'il est démarré, il n'y a pas de revenu en arrière. Pas possible. Mais je vois que le temps passe très vite. À moins qu'il y ait encore une dernière question, nous allons nous interrompre. Oula. J'aurais voulu savoir quelle est la fonction donnée par le bouddhisme à la lucidité dans les derniers instants, puisque il n'est pas évident lorsque, enfin, même si on essaie de se, enfin, on veut dire, dans l'accompagnement de quelqu'un, et si on se projette dans cette situation, on ne voit pas très très bien toujours de quelle lucidité on peut relever dans ces moments-là. Aussi. Alors peut-être que j'ai eu de la chance, mais plusieurs personnes auprès desquelles j'étais vers la fin étaient extrêmement lucides, totalement lucides. Alors je sais bien que ce n'est pas toujours le cas, mais quand même, il arrive souvent que des personnes soient totalement lucides dans les derniers moments. Mais d'un autre côté, comme vous avez raison, tout le monde n'est pas forcément parfaitement lucide à la fin de vie. C'est pour cela que pour nous, la méditation et la préparation de la mort, ce sont des choses extrêmement importantes. Et puisque selon nous, ce sont les derniers instants de pensée consciente qui vont porter à maturité tel karma, ce qui va entraîner les prochaines renaissances, aux pratiquants, il est conseillé de choisir n'importe quel état d'esprit positif, n'importe lequel, et de le méditer. C'est-à-dire de s'y habituer pour que ça soit une espèce de seconde, voire de première nature, parce qu'au moment où on perd la maîtrise de l'esprit, ce qui réapparaît, c'est ce qui est le plus ancré en nous, ce à quoi nous sommes le plus habitués. Donc si nous ne prenons pas garde, ça peut être de la colère, ça peut être de l'attachement. Mais si nous faisons exprès de nous habituer à de l'amour, pour ceux qui ont une religion à la foi, à la compassion pour autrui, alors pour ceux qui ont étudié ça, à la compréhension de la vacuité, enfin peu importe, n'importe quoi qui soit positif, c'est ça. Dès lors que ça serait une véritable habitude, ça pourra apparaître en fin de vie, même si on n'est plus très lucide, et du coup ça va être très utile à ce moment-là. Mais c'est vrai que selon nous, la préparation très longtemps à l'avance de la mort, c'est capital. Une dernière et puis on s'arrête. Parce que sinon les momos vont être froides. On a beaucoup parlé de la mort, mais avant la mort, il y a la maladie. Et il y a eu récemment le congrès de cancérologie qui montre qu'il y a de nouveaux traitements qui donnent des espoirs, mais dont un traitement vaut 150 000 euros, des choses comme ça. Et donc on arrive à des situations d'arbitrage, mais aussi peut-être pour nous, si on est malade, est-ce que si on est assez âgé, est-ce qu'on renonce à risquer les 100 ou 150 000 euros et essayer de vivre avec les autres et puis donc, je veux dire, les arbitrages économiques que vous avez connus en Inde pour quelques centaines d'euros, chez nous, maintenant, c'est de l'ordre de quelques centaines de milliers, mais la même problématique existe. Mais bien sûr. Mais je dirais que c'est là également que, de ce que j'ai pu voir, actuellement, la personne n'est pas suffisamment écoutée. Je me rappelle une de nos voisines dans mon petit village des Flandres. Elle était âgée. Et pour une visite de routine, le médecin lui a diagnostiqué un cancer du sein. Elle n'avait pas du tout, mais elle ne voulait pas subir les traitements. Ça lui a été imposé. Du coup, elle, vu son âge, ça allait évoluer lentement, et peut-être douloureusement, mais pas forcément. Là, on l'a fait souffrir un maximum, et à mon avis, on a accéléré sa mort. Mais c'est qu'actuellement aussi, alors, peut-être parce qu'il y a des protocoles que les médecins sont obligés d'appliquer, je n'en sais rien, où on diagnostique, donc on doit appliquer, ou on doit le proposer, mais actuellement, souvent, on force la main de gens qui n'ont pas envie de subir certains traitements. Alors après, ne plus les forcer uniquement pour des raisons économiques, avouez que c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que tant qu'il s'agissait simplement d'être humain et d'écouter les désirs de la personne, ah non, c'est obligatoire,
Ça lui plaise ou pas, on va la traiter. Ça coûte plus cher, ah ben non, ça coûte trop cher, donc non. On est quand même dans une drôle de société, hein, mais je suis d'accord avec vous. Hein. Mais là, je crois qu'il faudrait vraiment être un peu à l'écoute des gens. Je ne suis pas sûre que les personnes très âgées aient toujours si envie que ça de subir tout ce qu'on leur fait subir. Alors, je vous propose toujours, pour respecter la tradition chez nous, habituellement à la fin, on fait à nouveau un court instant de concentration, de méditation, pour, je suis désolée monsieur, mais pour dédier tout ce que nous avons pu faire de bénéfique, mais pour les dédier pour tout le monde de préférence. Bon appétit et une très très belle journée. Merci.